Voiture de légende, en collaboration avec les montres Louis Erard, l'esprit du temps. Bienvenue dans Voiture de légende, vous reconnaissez l'endroit bien sûr, nous sommes à Spa-Francorchamps sur le circuit, le plus beau du monde, c'est bien connu. On y est souvent, dans la région en tout cas, pour cette émission Voiture de légende avec un programme encore sympathique ce soir, vous allez le voir. On commence par une autre épreuve pour voitures anciennes qui s'est déroulée ici tout près, c'était à Spa à la fin du mois d'août avec des voitures plutôt de cette génération-là, vous voyez, comme c'était R8 Gordini, c'était la célèbre montée historique du Maquisard. Dans le paysage sportif automobile belge, la montée historique du Maquisard, organisée dans la région de Spa par la Royale Écurie Ardennes, peut et doit être considérée comme une exception. L'épreuve se présente en effet sous la forme d'une course de côte de 2340 mètres, réservée aux voitures dites anciennes, de plus de 25 ans d'âge, et n'entre en ligne de compte pour aucun championnat officiel. Des caractéristiques de nature à en réduire l'intérêt auprès des participants et du public? Eh bien non, au contraire, le Maquisard est devenu, en 5 éditions à peine, un rendez-vous incontournable du calendrier, ode à la convivialité, la passion des reines de la course dans les années 60 et 70, mais aussi et surtout du spectacle. Conséquence directe, l'organisateur doit refuser du monde et le public se presse au portillon entre le hameau de Marteau et le monument du Maquisard inconnu à l'arrêt. On a eu un plateau garni très tôt d'ailleurs, puisqu'en juin on avait déjà 86 engagés payés et on a dû faire une sélection malheureusement. Il y a quelques belles voitures qui sont restées sur le carreau et il va falloir qu'on envisage une solution pour l'avenir sur 2 jours ou je ne sais pas, mais il faut vraiment qu'on cherche quelque chose. Marqué par des conditions météorologiques absolument détestables, le millésime 2010 de la montée historique du Maquisard a donc rencontré un succès à faire pâlir de jalousie bien des organisateurs. D'autant qu'à la base, l'événement n'est qu'une simple démonstration à l'issue de laquelle aucun classement n'était établi. Aujourd'hui encore, la majeure partie de la journée est constituée de montées juste pour le plaisir du pilotage et pour beaucoup de la glisse. De quoi attirer de sérieuses pointures, à l'image de l'ancien champion de Belgique des rallyes, Hubert Deferme. On voit de belles voitures, des voitures anciennes. Donc j'ai une vieille voiture, donc on essaie de la sortir un petit peu. Et ce qui est surtout plaisant, c'est que tu peux prendre des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de rouler dans des voitures de course, donc tu leur procures un plaisir. Tu sais, nous on est tous les jours on roule régulièrement, on est un peu blasé, mais eux quand tu vois leur sourire ou que tu entends leur réflexion dans la montée, c'est du bonheur, quoi, voilà, tout simplement. Comme le plaisir et la passion constituent les données de base du Maquisard, les surprises peuvent y être nombreuses. Et cette année 2010 a incontestablement été marquée par la présence de cette superbe Aston Martin Grand Prix, datant de 1925, qui a multiplié les passages, un bolide rappelant toute l'ambiance des bolides de Grand Prix au cœur des années 20. Cette voiture a fait un certain nombre de courses en 1925 et 1926. Elles sont répertoriées, notamment Brooklands, Crystal Palace, donc toujours en Angleterre. Et puis elle a disparu des tablettes jusqu'aux années 50. Alors, le Maquisard avec ça, c'est comment ? Le Maquisard avec ça, quand il pleut, c'est assez amusant parce que ça bouge un peu dans tous les sens. Mais c'est une voiture qui ne roule pas très très vite en côte comme ça, d'autant plus que le moteur a été refait récemment et on ne peut pas dépasser 1500 à 2000 tours. Si les bolides des 60s et des 70s constituent l'écrasante majorité du plateau de cette montée historique du Maquisard, les originalités ne manquent pas, comme l'illustrait cette rutilante Chevrolet Corvette 1959 dont le rugissement du moteur V8 de 5,7 litres résonne à tout jamais dans la célèbre côte. Belle américaine toujours avec la présence d'un pilote de notoriété nationale en circuit, inconditionnel des Ford Mustang, Raphaël van der Straten. Après les 24 heures de Spa en moderne, l'ami VDS est venu de son Brabant wallon natal en ancienne pour goûter aux joies du Maquisard et on l'y reverra. C'est une Ford Mustang 1967 Groupe 2, elle vient des États-Unis.
Elle a voyagé beaucoup. Après les États-Unis, après les courses SCCA, elle a fait quelques courses en Angleterre. Elle a ensuite été préparée par Claude Dubois et elle est partie en Espagne. Et voilà, je l'ai racheté, je l'ai ramené il y a maintenant un petit mois et j'essaye, un petit mois et demi, voilà. Du clan des plus anciennes, on retiendra également cette Porsche 356B qui date de 1962. C'est à Michel Adam qu'on doit le plaisir d'admirer ses passages. On essaie de rouler le mieux possible, mais avec le temps, c'est pas vraiment l'idéal. Hein. On a toujours peur de l'abîmer quand même. Hein. Ça se comporte comment ça? Ça chasse sur un beau toute l'arrière. Preuve ultime de la convivialité régnant sur le maquisard, point n'est besoin de disposer d'une cavalerie de tous les diables pour se faire plaisir. Voilà une autre donnée qui participe à la popularité de l'organisation et qui nous vaut la présence de voitures plus modestes certes, mais qui ont rappelé de nombreux souvenirs à un public faisant fi de la pluie. Dans le groupe des Françaises dites populaires, on relevé les passages de cette superbe Renault 8 Gordini datant de 1967, engin de légende qui est la propriété de Vincent Delas. C'est une vraie Gordini d'origine, mis à part les suspensions avec des amortisseurs un petit peu plus durs, etc. Mais c'est vraiment une d'origine, oui. On pourrait penser que c'est un peu l'arme idéale dans ces conditions aussi sur le maquisard. Ah, c'est tout à fait gai parce que dans les virages serrés, on jette la voiture convenablement, c'est un véritable plaisir. Œuvre majeure de Jean Rédélé, l'Alpina 110 conservera éternellement son statut de reine de la route. Cette véritable version groupe 4 ex-usine était amenée au maquisard par le responsable de la société Garage Passion, Hervé Dickmans, et confiée à un habituel dompteur de Porsche 914-6, Daniel Reuter. Un duo pour le moins inattendu, dont le rythme n'a cessé d'augmenter d'un bout à l'autre de la journée. C'est génial, il faut apprendre à connaître son fonctionnement. Il a fallu 5-6 montées pour vraiment arriver au 10e de ses possibilités. Et je me rends compte que l'année prochaine, il faut que je continue avec une Alpine Renault au maquisard, parce que maintenant j'y ai pris goût, quoi. Propriétaire en plus à côté, et qui lui, je pense qu'il a quand même pris son pied, parce qu'à un moment donné, il m'a dit c'est pas mal. Mais bon, on a quand même raté l'une ou l'autre chose, parce qu'on faisait des essais, chaque montée, on s'améliorait. Mais bon, maintenant on a pris quand même des rendez-vous pour la semaine prochaine. Et les semaines à venir, chaque fois qu'il pleut de toute façon. Porsche toujours avec cette remarquable 911 RS de 1976 qui s'en est tenue à l'aspect démonstration de la journée sans titiller le chronomètre. Dommage. Dans un genre différent, deux Nippon ont défrayé la chronique au maquisard, fruit de restauration très intéressante. En provenance directe des Legend boucles de Spa, voici la Datsun 1600 SSS 1971 de Philippe Lebeau, réplique du bolide qui s'imposa dans l'East African Safari Rally 1975 aux mains de Hermann et Schuller. Il a fallu plus de 4 années à David Defaeux pour remonter cette Toyota Celica GT 1979, un modèle qu'avait piloté en son temps un certain Björn Valdegaard dans plusieurs rallyes mondiaux, et notamment le Tour de Corse 1981. Comme la Datsun de Lebeau, cette Toyota a pris part aux Legend boucles de Spa cette année. La montée historique du maquisard, par son aspect démonstration, attire également les clubs, comme l'illustrait la présence de plusieurs NSUTT emmenés par Jean-Rémy Clouz et les siens. On reste dans les petits cubes avec la sympathique Hillman Imp de Pascal Collard qui a retouché aux événements pour voitures anciennes via le maquisard et qui a décidé de relancer une épreuve de légende sur le front de la régularité historique, la Coupe des Sources. On vient avec la Coupe des Sources le 27 novembre. C'est vrai que il y a 6 mois, ce n'était pas à l'ordre du jour. Et voilà, quand on se décide, il faut y aller. Donc, je crois que les gens qui vont rouler là-bas vont bien se marrer parce que ça va être un truc assez spécial avec les 3 moyennes. Ça va rester un rallye pour copilote, donc ça reste fidèle à la Coupe de Sources, il n'y a rien à faire, c'est le même organisateur, donc il n'y a aucune raison que le style de l'épreuve change.
Quant au grand lauréat 2010, il s'agissait d'une valeur sûre de la propulsion et de l'escorte, Olivier Queringent, qui nous a une fois encore sorti le tout grand show dans des conditions météorologiques très délicates. Et pour justifier ce titre de roi de l'escorte d'Olivier Queringent, on embarque à ses côtés pour parcourir à vive allure les 2340 mètres de la montée historique du Maquisard. Action! Le grand vainqueur du Maquisard 2010 était dès lors l'inévitable Jean-Pierre Van de Wouwer qui a tiré la quintessence de sa très agile Lancia Beta Monte Carlo Groupe 4, une des vedettes des Legend Boucles de Spa en début de saison. Ce que je suis super content, c'est que par rapport à l'année passée, on est seulement 3 secondes et demie moins vite que l'année passée où on était en slick et que m'a bien amusé. Mais c'est vrai que pour les organisateurs, ça doit être très compliqué parce que gérer les distances entre chaque personne puis ses sorties de route. Mais je dois dire que l'organisation a été vraiment parfaite, rien à redire. Le meilleur, nous vous l'avons gardé pour la fin. Membre de l'organisation du Maquisard, Georges Chalsech reste probablement l'un des plus exceptionnels dans la côte, compte tenu de l'âge vénérable de sa Peugeot 203. Enthousiaste comme à 20 ans, l'ami Georges repose toujours plus loin les lois de l'équilibre au volant d'une voiture qui n'a guère été pensée pour ce genre d'acrobatie. En attendant, on se refait une dernière montée, juste pour le plaisir, en compagnie du lauréat du prix du spectacle, Michel Queringent, à bord de sa redoutable Opel Manta. Vive le Maquisard et à l'année prochaine, au cœur du Moitou. Retour dans le paddock de Spa-Francorchamps, nous sommes dans le meeting des Spa 6 Hours, qui est évidemment le grand classique, un des grands classiques de la saison ici. Et on retrouve dans le village VIP, dans le paddock de Francorchamps, plein de boutiques, des échoppes et notamment des artistes comme Clovis qui, comme d'habitude, est fidèle au poste. Claude, que vous inspirent ces meetings pour voitures anciennes? Quel genre de clientèle y croisez-vous? En fait, la première fois que je suis venu, je suis venu l'année passée pour la première fois. En fait. Il y a du soleil, pas comme aujourd'hui, mais enfin il y avait quand même une belle ambiance. Et j'ai remarqué que c'était tous des passionnés. Et ce qu'on ne retrouve plus sur les circuits modernes, les courses modernes, ce sont des gens qui connaissent vraiment les voitures à fond, la mécanique, les numéros de châssis et tout ça. Et ici, c'est plein d'Anglais, super sympas, qui viennent s'amuser à Francorchamps. Alors j'ai trouvé un bon public ici l'année dernière, donc j'espère cette année-ci retrouver ce même genre de public qui s'intéresse à ce que je fais. Voilà.
Alors, ça vous donne aussi de l'inspiration de voir en piste, par exemple, des voitures comme cette Ferrari 156 Sharknose, la célèbre Ferrari championne du monde en 61, mais la version jaune, évidemment, la voiture de l'écurie Francorchamps avec Olivier Gendebien devant les 3 autres Ferrari. Il y en a une ici dans le paddock, Claude, c'est assez exceptionnel quand même. Je ne l'ai pas encore vue, mais il paraît qu'elle rôde dans le paddock, donc je vais aller un peu jeter un coup d'œil pour voir l'original de ma peinture, en fait. On va la retrouver, même si ce n'est pas vraiment un original, c'est une réplique, puisque, évidemment, ces voitures-là n'existent plus, mais heureusement, il y a encore des gens qui ont suffisamment de passion pour les refaire. Claude, vous faites aussi des grands formats, parce qu'au départ, je sais que ce dessin n'a pas été conçu pour ce format, et pourtant, ça donne bien, on s'y croirait dans le cockpit de la Lotus de Jim Clark. Les techniques d'impression évoluent, et maintenant, on peut imprimer sur des grandes toiles. J'ai déjà réalisé des dessins beaucoup plus grands que ça. On part d'un format plus ou moins classique de 50, 70, 70, et on a grandi quelquefois à 3 mètres, 4 mètres, selon le désir du client. Et je suis toujours étonné de la finesse du trait, malgré tout. Voilà. Donc, la finesse du trait, c'est la main du maître, évidemment. Claude, on sait que vous avez énormément de production, que vous vous adaptez, qu'il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix. Et votre site internet, c'est naturellement... Clovis Images, parce qu'en fait, on dit Claude, mais c'est Clovis. Mon nom de dessinateur, c'est Clovis, c'est clovisimage.com, avec un S à image. Claude Viseur, clovisimage au pluriel.com, et vous saurez tout sur sa vie et son œuvre. Voilà. Alors nous, on va se retourner vers, pas des monoplaces comme celle-là, mais des courses qui se déroulaient quand même avec un seul pilote à bord. C'est aussi un revival qui a eu lieu il y a très peu de temps. C'était au début du mois de septembre, le retour au calendrier classique, cette fois, des 12 heures de Wii. Les 12 heures de Wii font partie du patrimoine automobile belge, au même titre que le Liège-Rome-Liège, le marathon de la route, ou encore le Tour de Belgique. 40 ans après sa dernière édition, la réorganisation de ce monument du sport automobile n'avait de sens que dans un esprit revival. Pointage à l'ancienne dans les bistrots de village, voiture limitée à 1969, publication du tracé dans la presse locale et surtout, retour d'une catégorie, seul à bord. C'est en effet ce qui distingua les 12 heures de Wii de tous les rallyes jamais organisés. Nous avons participé déjà aux anciennes 12 heures de Wii en 66, 67, 68 et 69. Ah, autant de participation et puis maintenant un peu un retour aux sources. C'est quoi? C'est une épreuve? C'est de la nostalgie ou c'est vraiment de la compétition? Non, c'est une épreuve de régularité, donc il faut rouler à son aise, pas prendre de risques et passer dans les temps qui sont recommandés. Ce qui est très difficile tout seul à bord. Voilà. Tout seul à bord, c'était une des particularités des 12 heures de Wii à l'époque, si je ne me trompe. C'était le seul rallye en Belgique qui se faisait tout seul à bord, oui. Donc ils ont voulu faire ça comme dans le temps, revival. Et ça ressemble vraiment à ce qui se passait à l'époque? Ah non, c'est pas comparable. Maintenant, les voitures sont beaucoup plus faciles à conduire, les routes sont beaucoup plus belles, et puis il n'y a pas d'état spécial, ce qu'il y avait dans le temps. Il y avait un état spécial chronométré, qu'il fallait vraiment faire de la vitesse pure. Ici, c'est régularité, c'est pas comparable. Cette renaissance se fait donc dans le respect de l'esprit et du code sportif de l'époque. Clairement, les 12 heures de Wii retrouvent leur identité profonde et les pilotes, chevronnés ou amateurs, s'y donnent rendez-vous pour la qualité et la grande originalité de son organisation, mais surtout pour prendre du plaisir à faire revivre les 12 heures de Wii. C'est la première fois que je roule sans copilote et c'est rigolo. C'est vraiment une très belle initiative d'avoir recréé ce rallye qui est très bien organisé d'ailleurs et c'est vraiment sympathique. Mais vous qui avez quand même une grande carrière de copilote, ça ne vous heurte pas comme ça qu'on puisse se passer d'un métier qui a été le vôtre? Dans ce genre de cas de figure, ça va, on n'a pas tellement besoin d'un copilote. La preuve, je crois que tous ceux qui sont seuls à bord, même s'ils ont un coefficient désavantageux, ils sont devant tous les équipages au classement général. C'est très rigolo. Mais ça n'a rien à voir avec les rallyes où on a besoin des copilotes dans les rallyes de vitesse. Ceci, c'est plus pour le plaisir et c'est tout, quoi. Les organisateurs avaient mis les petits plats dans les grands et retenaient leur souffle lors du grand départ des 12 heures de Wii. Rien n'avait été laissé au hasard, certainement pas le spectacle.
Cette épreuve a permis à plus de 60 voitures de collection, qui étaient toutes d'avant 1969, dernière année des anciennes 12 heures de Huy, de se livrer à une course de 450 km dans la région de Huy, dans les meilleures conditions de sécurité et de plaisir. Le challenge était de taille. D'abord, c'est un grand moment de nostalgie. Et ce qui est aussi remarquable, c'est de rencontrer des gens de l'époque qu'on n'a plus jamais rencontrés depuis. Certains en bon état, malheureusement d'autres en mauvais état, ce qui nous rend, je veux dire, ça nous met du baume sur le cœur qu'on a la chance d'être encore en bonne santé pour pouvoir faire ou participer à ce genre d'épreuve. Je n'ai plus d'ambition de faire un classement parmi les premiers ici, parce que ce genre d'épreuve diffère quand même fortement des épreuves d'antan où la vitesse comptait, donc le classement des étapes spéciales qui se couraient contre le chronomètre, alors qu'aujourd'hui, en fait, c'est le copilote qui en fait joue pour 80 à 90% dans le résultat du classement. Quelques éléments permettaient de déjà déceler les ingrédients du succès avant même le début de l'épreuve. Tout d'abord, le public, présent dès les premières lueurs du jour pour admirer la préparation des voitures, le conditionnement des pilotes, mais aussi la qualité du plateau. Éclectique de par la variété des modèles présents, mais surtout en raison de l'état exceptionnel des autos, tant esthétiques que mécaniques. Des Porsche et des BMW, certes, mais aussi de sublimes Alfa Giulietta, une horde d'anglaises, mais aussi des monuments du rallye, comme la R8 Gordini, ou des curiosités surprenantes à l'instar des Saab 96 et Sonnet 3, faisant honneur à l'un des sponsors officiels. Enfin, après une matinée brumeuse, le soleil a ravi les preneurs d'images, massés aux abords du tracé, en particulier dans les zones à spectacle. Les 12 heures de Huy, c'est une vraie course, loin de la simple représentation historique. Les participants à ce rallye de régularité entendaient tout faire pour inscrire leur nom au palmarès et perpétuer l'esprit de la course, car il est question de sport. Cela bord, ceci pour la catégorie Revival, le pilote vit des sensations proches de l'endurance pure. Il doit parer aux imprévus mécaniques, assure la navigation tout en tentant de tenir la moyenne de 50 km/h et sans oublier le passage au contrôle qui se déroule dans les cafés comme à l'époque. Jean-François de Villers, organisateur heureux de ces premières 12 heures de Huy Revival. Ah oui, alors là, plus qu'heureux, hein, pour plusieurs raisons. D'abord, un plateau de 60 voitures, ce qui était quand même plus que notre objectif qu'on s'était fixé. Un soleil magnifique. On a été tout à l'heure sur le parcours et on a vu énormément de spectateurs. Donc franchement, c'est plus que ce qu'on espérait. Un rythme soutenu a animé la course durant les 3 boucles de 150 km. Le dénouement final s'est joué à très peu d'écart. Ex-aequo avec 38,5 points, les Porsche 356 et 911 de respectivement Jean-Pierre Mondron et Willy Braillard occupent les 3e et 4e places. Il faut néanmoins préciser que la 356 de Mondron a bénéficié d'un coefficient plus avantageux que celui de la 911, la 356 étant plus ancienne. Devant, sur la seconde marche du podium, la surprenante Volvo PV 544 de Yves Noulanders creuse l'écart avec 32,4 points. Mais la victoire finale revient brillamment à la superbe Alfa Romeo Giulietta Sprint numéro 6 de Philippe de Munthe, totalisant 30,4 points. On est parti pour de nombreuses 12 heures de Huy. C'est l'objectif, en tout cas, c'est clair qu'on voudrait bien que ça redevienne pérenne. Il y a eu 18 éditions originales entre 54 et 69. Ce serait bien qu'il y en ait au moins entre 2010 et 2028. Après, on passera la main. Mission accomplie donc pour l'organisation qui peut souffler la renaissance des 12 heures de Huy, respectant l'esprit et le code sportif de l'époque, à la grande satisfaction des participants. Tous ont pris plaisir à perpétuer ce que l'on considère désormais comme l'événement incontournable des courses classiques en Belgique. L'organisation, le parcours et le cadre furent des éléments importants, mais la présence massive du public et l'engouement des participants confortent tous les passionnés impliqués dans la renaissance des 12 heures de Huy. De toute évidence, le rendez-vous est déjà pris pour l'édition 2011.
Voilà pour les 12 heures de l'Est, c'était effectivement dans les belles années 50-60. Là on est en 1970, on est de retour dans le paddock de Spa pour cette course des Spa Six Hours. Et on rend un hommage à Jochen Rindt. Jochen Rindt, c'est le champion du monde en 1970, il y a exactement 40 ans. Clovis lui rend hommage avec un dessin assez inattendu de l'aileron qui se brise sur la Lotus 49 à Barcelone au Grand Prix d'Espagne en 69. Mais c'est en 1970 que Jochen Rindt est devenu champion du monde, hélas, à titre posthume. C'est la seule fois dans l'histoire de la course automobile qu'un champion a été couronné à titre posthume. Et on sait que c'est Jackie Hicks qui était vice-champion du monde cette année-là et qui aurait pu prétendre à la couronne. Il n'a jamais voulu de ce titre qui avait été acquis sur la piste par Jochen Rindt. Et il y a une biographie qui vient de sortir en anglais, signée par mon confrère David Tremaine, et qui rend hommage précisément à ce grand champion décédé il y a 40 ans déjà. Voilà pour cette émission Voiture de légende depuis le paddock un peu humide de Spa-Francorchamps pour respecter les traditions. On va se retrouver à la fin du mois prochain comme d'habitude, le dernier jeudi du mois sur BTV ou encore sur notre site internet www.voituredelégende.com. Et parmi les rendez-vous du mois d'octobre, il y en a encore quelques-uns. Je vous suggère le dimanche 3 octobre, c'est là le week-end prochain, la course de côte de La Roche avec Orthomobile qui rend hommage cette année à Lucien Bianchi. Et puis au mois d'octobre toujours, mais ce sera 2 semaines plus tard, le 15-16 octobre, à la mer, à Knokke-le-Zout, le premier Grand Prix du Zout par l'Automobile Club du Zout, ça vient de sortir. Et bien voilà, rendez-vous là-bas si le cœur vous en dit. Sinon, ce sera à la fin du mois comme d'habitude sur BTV. À la prochaine. Voiture de légende, en collaboration avec les montres Louis Erard, l'Esprit du Temps.